Impensable, mais ce n'est plus impossible. Pendant des années, le monde s'est attendu à ce que la Chine envahisse Taïwan, même Xi Jinping a déclaré que personne ne peut arrêter la réunification. Mais en coulisses, Pékin pourrait se préparer à quelque chose de bien plus ambitieux et de bien plus dangereux. Un nombre croissant de preuves, y compris des renseignements russes ayant fuité, suggèrent que la Chine pourrait s'intéresser à la Sibérie en premier, et non à Taïwan. Et si cela se produit, l'équilibre mondial des puissances pourrait être bouleversé du jour au lendemain. À première vue, cela semble absurde. Pourquoi la Chine envahirait-elle l'un de ses partenaires stratégiques les plus proches, surtout maintenant, alors que les deux nations paraissent les plus unies que jamais? Comme les sanctions occidentales imposées à la Russie ont effectivement coupé les liens du pays, avec une grande partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord, le Kremlin s'est tourné de plus en plus vers l'Est. Pour maintenir des niveaux élevés de commerce et d'investissement, il doit soutenir son économie de guerre vacillante. La Chine a bel et bien répondu à l'appel depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le géant asiatique est de loin devenu le plus grand acheteur de combustibles fossiles russes, investissant des centaines de milliards de dollars dans le pétrole, le charbon et le gaz. Dans l'ensemble, le niveau des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine a également atteint des sommets historiques ces dernières années, atteignant 245 milliards de dollars américains en 2024, soit le double du montant de 2020. Les exportations russes vers la Chine concernent principalement les combustibles fossiles et les ressources naturelles mentionnées précédemment, tandis que les importations chinoises vers Moscou incluent tout, des voitures et tracteurs aux produits électroniques et biens de consommation. À bien des égards, c'est uniquement grâce à la Chine que l'économie russe est encore en vie et qu'elle a pu poursuivre sa guerre coûteuse en Ukraine. Aussi longtemps, comme l'a récemment admis un responsable russe. Sans eux, la Chine, nous n'aurions pas été capables de fabriquer un seul missile, encore moins un drone, et toute l'économie se serait effondrée depuis longtemps. S'ils l'avaient voulu, la guerre serait terminée depuis longtemps. L'investissement croissant de Pékin dans le pétrole russe a contribué à compenser le fait que tant d'autres pays, comme la plupart de l'Europe, ont minimisé leur dépendance aux ressources russes. Tout au long des années 2020, la Chine a également aidé la Russie à contourner les sanctions occidentales pour importer les biens à double usage essentiels dont sa machine de guerre a besoin. Pour référence, les produits à double usage comprennent tous les biens pouvant avoir des applications civiles et militaires, ce qui peut inclure certains types de produits chimiques ou de composants électroniques, comme des capteurs et des puces informatiques. Presque aucun pays, à l'exception de la Corée du Nord et de l'Iran, ne souhaite être vu en train d'envoyer de véritables armes ou véhicules militaires à la Russie. Mais la Chine parvient à contourner ce problème, préservant ainsi sa position géopolitique, tout en envoyant à la Russie des matériaux et des produits qu'elle peut utiliser pour fabriquer des chars, des drones et bien plus encore. La Russie, quant à elle, est incapable de fabriquer elle-même ses produits et est devenue extrêmement dépendante de la Chine pour les obtenir. Les dirigeants des deux pays, Poutine et Xi, semblent également s'être rapprochés ces derniers temps, se rencontrant en personne à plusieurs reprises. Et les armées des deux pays ont également mené des dizaines d'exercices militaires conjoints ces derniers temps. Mais des fissures commencent à apparaître. Par exemple, en 2024, il y a eu 11 exercices conjoints entre la Chine et la Russie, alors qu'il n'y en a eu que 4 en 2025. Les graphiques commerciaux révèlent également que, même si la Chine reste de loin le plus grand acheteur de ressources russes, le montant qu'elle a investi dans le pays commence à diminuer. Et bien que les deux pays fassent de grands efforts pour donner l'image que leurs relations n'ont jamais été aussi bonnes, des problèmes pourraient couver en coulisses. Comme le conclut un rapport du Royal United Services Institute, à RUSI, le principal groupe de réflexion sur la défense et la sécurité du Royaume-Uni. Les dynamiques à long terme de cette relation suggèrent une approche purement transactionnelle, avec la Chine qui exploite les faiblesses économiques de la Russie. En fin de compte, Poutine, à travers ses rêves de revanche russe, a transformé la Russie en un outil au service de son voisin oriental ambitieux et peu fiable. Nous savons déjà, d'après un rapport récent de l'Institut pour les nouvelles économies de la Banque de Finlande, que les exportateurs chinois ont commencé à profiter de la position affaiblie de la Russie. Beaucoup ont augmenté les prix des biens à double usage à destination de Moscou, certains prix ayant connu près de 90 hausses entre 2021 et 2024, contre seulement 9 pour ces mêmes biens exportés vers d'autres pays dans le monde. En réponse, la Russie a été contrainte de réduire certaines de ses achats. Et des citations de hauts responsables russes suggèrent que leur relation avec la Chine n'est pas aussi amicale qu'elle n'y paraît.
De l'extérieur, la Chine ne se comporte pas comme une alliée. Parfois, elle nous laisse tomber et arrête les paiements. Parfois, elle en profite. Parfois, c'est carrément du vol. Il n'y a rien d'allié là-dedans. Au sein du service fédéral de sécurité, le FSB, la principale agence de renseignement de la Russie, les avis sont encore plus sévères. Cela a été révélé en juin 2025 lorsqu'un rapport de 8 pages a été obtenu d'une manière ou d'une autre par le groupe de cybercriminalité Ares League et partagé avec des journalistes du New York Times, qui l'a transmis aux agences de renseignement occidentales et a partagé certains de ces détails fascinants en ligne pour que tout le monde puisse les voir. Le rapport décrit une bataille de renseignement tendue et en constante évolution qui se joue dans l'ombre entre les deux nations. Il révèle également que quelques jours seulement avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine en février 2022, le FSB a approuvé un nouveau programme de contre-espionnage intitulé Entente 4. Maintenant, l'objectif de ce programme était clair: empêcher les espions chinois de saper les intérêts russes. Le moment choisi nous en dit également long, alors que la Russie s'apprêtait à consacrer tant de ses ressources militaires à l'Ukraine. Ses services de renseignement étaient manifestement préoccupés par la possibilité que la Chine saisisse l'occasion d'exploiter les défenses affaiblies et distraites du pays. En conséquence, une nouvelle unité de renseignement a été créée avec pour seule responsabilité de surveiller les activités des services de renseignement chinois et d'alerter en cas de menace potentielle. Cette unité a fait des découvertes préoccupantes en ce qui concerne le Kremlin. Le rapport indique que la Chine est considérée par certains membres du FSB comme l'ennemi et qu'elle représente une menace sérieuse pour la sécurité russe. Des officiers rapportent que Pékin tente de plus en plus de recruter des espions russes pour agir en son nom et mettre la main sur des secrets militaires et des technologies sensibles russes, allant même jusqu'à tenter d'attirer des scientifiques russes mécontents pour qu'ils rejoignent ses rangs ou partagent des renseignements classifiés. En réponse, le FSB a ordonné à ses agents d'intercepter cette menace et d'empêcher le transfert d'informations stratégiques importantes aux Chinois. Ils ont mené des rencontres en personne avec plusieurs citoyens russes qui travaillent en étroite collaboration avec la Chine, en les informant que Pékin tentait de profiter de la Russie et en les avertissant de ne partager aucun renseignement important. L'agence a également ordonné l'accumulation constante d'informations sur les utilisateurs de l'une des principales applications de messagerie chinoise, WeChat. Elle a piraté les téléphones de cibles d'espionnage et analysé les données pour en savoir plus sur les véritables intentions et plans cachés de la Chine. À la suite de ces activités, les agents du FSB affirment avoir trouvé des preuves que la Chine espionne activement les opérations militaires de la Russie en Ukraine afin d'améliorer sa compréhension des armes et de la guerre occidentale. Non seulement cela, mais dans la révélation la plus explosive de tout le rapport, le FSB a également exprimé la crainte que la Chine prépare le terrain pour revendiquer des territoires russes. Ils affirment également que les agents chinois opèrent déjà dans la région arctique, utilisant des entreprises minières et des centres de recherche comme couverture pour leurs véritables activités d'espionnage. La perspective que la Chine empiète sur le territoire russe est une crainte de longue date parmi les responsables du Kremlin et les nationalistes russes. Les deux nations partagent la plus longue frontière du monde, s'étendant sur 2615 miles, soit 4208 km, et la Chine n'est pas forcément d'accord avec la manière dont cette frontière a été tracée. Beaucoup de ces nationalistes soutiennent depuis des années que les traités du 19e siècle utilisés par la Russie pour annexer de vastes territoires, comme la ville portuaire du Pacifique Vladivostok, sont injustes. Certains espèrent qu'un jour les cartes seront redessinées, et que la Chine pourra revendiquer des terres que beaucoup estiment lui appartenir. À bien des égards, la Chine a déjà posé publiquement les bases de cela. En 2023, elle a publié de nouvelles cartes qui incluaient des noms chinois historiques pour des villes et des cités situées sur le territoire russe. Son ministère des Ressources naturelles a émis une exigence selon laquelle toutes les futures cartes chinoises concernant la région de l'extrême-orient russe doivent utiliser les noms chinois et non les noms russes. Vladivostok, par exemple, est appelé Haishenwai. Un autre changement intéressant sur les cartes de la Chine a été remarqué sur une île le long de la frontière internationale. Cette île, connue sous le nom de Bolshoï Ouzulrisky en russe et d'île de l'ours noir en chinois, se trouve à la confluence des rivières Amour et Ussuri et est partagée entre les deux pays depuis l'accord frontalier sino-russe de 2008, la Chine, possédant une grande partie du territoire et la Russie conservant le reste. Cependant, les dernières cartes chinoises montrent que l'île se trouve entièrement à l'intérieur des frontières de la Chine. En plus de tout cela,
Il a été rapporté que des agriculteurs chinois ont commencé à acheter de grandes quantités de terres dans la région frontalière de la Russie, ou Kraï du Primorié. Cette région a été cédée à la Russie par la dynastie Qing chinoise en 1860, mais elle est depuis devenue un sujet d'intérêt croissant parmi les décideurs de Pékin et les nationalistes chinois. En effet, tout comme Vladimir Poutine aime prétendre que toute l'Ukraine appartient à la Russie, les dirigeants chinois ressentent en grande partie la même chose à propos du Kraï du Primorié, ainsi que d'autres territoires de la Sibérie orientale. Et avec Xi Jinping soulignant à plusieurs reprises l'importance de ce qu'il appelle la grande renaissance de la nation chinoise, il n'est certainement pas impossible que la Chine veuille s'approprier ces territoires. C'est une préoccupation croissante pour la Russie, en particulier maintenant alors que la position géopolitique du pays et qu'une économie autrefois forte ont toutes deux subi de graves coups en raison des pertes de guerre, des sanctions et de l'isolement international. Le rapport du FSB note que des universitaires chinois travailleraient déjà à promouvoir des revendications territoriales contre la Russie et à constituer des ensembles de preuves pour soutenir ces revendications. Ils seraient en train de rechercher des traces d'anciens peuples chinois dans les régions de l'extrême-orient russe, potentiellement pour influencer l'opinion locale et renforcer le récit selon lequel la Chine a des revendications justes et légitimes sur ces territoires. En réponse, le FSB ordonne à ses agents de dénoncer ce comportement revanchard et de contrer les tentatives chinoises d'utiliser les propres scientifiques russes ou les fonds d'archives pour soutenir leurs recherches. Dans une note, il est ordonné de mener un travail préventif à l'égard des citoyens russes impliqués dans ces activités. Restreindre l'entrée de notre pays aux étrangers comme mesure d'influence. Mais ce n'est pas seulement en Extrême-Orient que la Russie doit s'inquiéter de la Chine, qui empiète sur ses terres, ou étend sa propre sphère d'influence. Les agents du FSB ont également découvert que Pékin travaille sur une nouvelle stratégie pour renforcer son influence et son soft power dans l'ensemble des pays d'Asie centrale. Beaucoup d'entre eux faisaient autrefois partie de l'Union soviétique et ont longtemps compté sur la Russie comme principale source de commerce, de sécurité et de soutien. La Chine a commencé cette nouvelle approche en Ouzbékistan selon les renseignements du FSB. Il n'entre pas dans les détails sur le fonctionnement de la stratégie ou sur ce qu'elle implique, à part une brève mention d'une sorte d'échange humanitaire. Cela cependant sera considéré comme une source de grave préoccupation en Russie. Le pays a déjà perdu de nombreux accords commerciaux à travers le monde, et a vu beaucoup de ses liens internationaux coupés en réponse à ses actions imprudentes et brutales. En Ukraine, elle perd rapidement ses alliés, et elle a désespérément besoin de maintenir des liens avec les pays qui ont historiquement dépendu d'elle, des pays comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Plusieurs de ces nations ont déjà montré des signes de sortie de l'orbite de Moscou ces derniers temps. Beaucoup de leurs dirigeants et responsables gouvernementaux s'en rendant progressivement compte. La Russie n'est peut-être plus le partenaire idéal avec qui collaborer, comme le souligne un récent rapport de l'Institut Hudson. À la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et des effets en cascade des sanctions occidentales, les 5 républiques d'Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan réajustent leurs politiques étrangères, affirment leur souveraineté et embrassent un avenir multipolaire. Ce réalignement régional met fin au monopole séculaire de la Russie sur l'Asie centrale. Désormais, certains de ces pays ont commencé à se tourner vers l'Ouest, établissant des liens plus étroits avec les États-Unis et les nations européennes. Et si le rapport du FSB est exact, certains pourraient également se tourner vers l'Est, en tissant des liens avec la Chine et en découvrant de nouvelles possibilités d'accords commerciaux, d'arrangements sécuritaires et de coopération mutuelle qui affaibliront progressivement les liens qui les unissent à Moscou. Plus la Chine gagne en puissance et en influence dans ces régions et ailleurs, plus elle pourrait se sentir confiante pour agir contre la Russie. Et les révélations du rapport du FSB ne s'arrêtent pas là. Il a également mis en avant l'intérêt de la Chine pour le vaste territoire arctique de la Russie et la route maritime du Nord qui s'étend le long de la côte nord du pays. Dans le passé, les eaux longeant cette côte étaient trop glacées pour la navigation, donc elles avaient peu de valeur économique. Mais à mesure que le changement climatique se poursuit, que les températures augmentent et que les calottes glaciaires fondent, cette partie du monde pourrait bientôt devenir une voie de navigation beaucoup plus viable et précieuse. Cela pourrait réduire considérablement les temps de transport actuels entre l'Asie et l'Europe, ouvrant la voie à un commerce beaucoup plus efficace entre la Chine et des dizaines de pays différents, augmentant la taille et la valeur de ses importations et exportations. La Russie a par le passé exercé un contrôle strict sur les activités chinoises dans l'Arctique.
Mais alors que le pays est dans l'une de ses positions les plus faibles, le moment pourrait être venu pour Pékin de frapper, alors que les sanctions occidentales se multiplient et s'intensifient. Pékin penserait que la Russie aura besoin de l'aide de la Chine pour entretenir ses infrastructures vieillissantes dans l'Arctique. En fait, cela se produit déjà ces derniers temps. La société gazière russe Novotech cherche de l'aide auprès de la Chine pour sauver son projet de gaz naturel liquéfié dans l'Arctique, après avoir auparavant collaboré avec l'entreprise américaine Baker Hughes. Le rapport du FSB affirme que des espions chinois rôdent déjà autour de la région arctique à la recherche d'informations sur le développement et les projets de la Russie dans cette zone. Compte tenu de tout cela, lorsqu'on pèse le pour et le contre d'une invasion de la Sibérie ou de Taïwan, il est en réalité assez facile de comprendre comment la Chine pourrait décider que s'en prendre à la Russie est en fait une décision bien plus intelligente et stratégique à ce moment précis. Encore une fois, sur le papier, cela semble absurde étant donné que la Russie est une entité bien plus grande et puissante que Taïwan. Elle est 475 fois plus grande, pour être précis, avec une population 6 fois supérieure. Mais il ne s'agit pas d'une question de taille ou de force militaire perçue, c'est une question d'opportunité et de timing. En ce moment, le timing n'est peut-être pas tout à fait idéal, dans l'esprit de Pékin, pour une attaque contre Taïwan. N'oublions pas que, même si c'est une île relativement petite, elle est séparée de la Chine par le détroit de Taïwan, large de 100 miles. Comme les conflits passés l'ont prouvé, traverser de grandes étendues d'eau est un défi majeur pour toute nation en guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les forces d'Hitler ont trouvé presque impossible de franchir les 22 miles qui séparèrent la France du Royaume-Uni. Le détroit de Taïwan est bien plus large et fortement défendu, à la fois par la force militaire modernisée de Taïwan et par le soutien de ses alliés, y compris la première superpuissance militaire mondiale, les États-Unis. Une simulation de guerre menée en 2023 par le Centre d'études stratégiques et internationales a révélé que toute tentative d'invasion chinoise de Taïwan était presque assurée d'échouer, tout en entraînant d'énormes pertes pour toutes les parties impliquées. En effet, l'étude a estimé qu'au cours d'un conflit de 3 semaines, la Chine pourrait perdre au moins 10 000 soldats, ainsi que des dizaines d'avions de combat et de navires de guerre. Les conséquences économiques seraient également énormes. Une analyse réalisée en 2024 par Bloomberg Economics a suggéré qu'une guerre avec Taïwan coûterait au monde environ 10 000 milliards de dollars, soit 10% du produit intérieur brut, PIB, mondial. Les chaînes d'approvisionnement mondiales seraient également bouleversées, car Taïwan est un acteur majeur dans la production de semi-conducteurs importants, qui sont des éléments vitaux dans le secteur technologique mondial. Avec des coûts potentiels aussi catastrophiques, combinés au risque d'une guerre mondiale totale avec les États-Unis et leurs alliés, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi la Chine pourrait décider de ne pas attaquer Taïwan, pour l'instant. Attaquer la Russie, cependant, ne conduirait probablement pas à des conséquences aussi graves. Premièrement, la Russie a très peu d'alliés en ce moment, et dépend en fait énormément de la Chine pour survivre. Il n'y aurait pas de grande coalition de pays se précipitant à sa défense si l'Armée populaire de libération de la Chine, l'APL, décidait de franchir ses frontières et de revendiquer ses terres. Les territoires sibériens sont également vastes et riches en ressources naturelles, notamment en pétrole, en gaz, en or, en diamants et en terres rares, toutes essentielles pour soutenir et renforcer l'économie chinoise. La Sibérie est également riche en eau douce. Son lac Baïkal à lui seul contenant à lui seul 20% des réserves mondiales d'eau douce non gelée. À une époque où de nombreuses provinces du nord de la Chine, plus sèches, sont confrontées à des sécheresses et à une pénurie d'eau. Prendre le contrôle de quantités aussi vastes de la ressource la plus précieuse du monde pourrait apporter des avantages inestimables. Dans l'ensemble, prendre le contrôle ne serait-ce que d'une partie des nombreuses ressources de la Sibérie pourrait s'avérer bien plus important économiquement pour la Chine qu'une prise de Taïwan. Elle aurait enfin accès aux ressources dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs de croissance du PIB prévus. Répondre à des besoins énergétiques toujours croissants et sécuriser les matériaux vitaux dont elle a besoin pour alimenter d'autres projets, comme la modernisation continue de son armée et les investissements dans les technologies vertes. Donc, même si Taïwan reste sans aucun doute un objectif à long terme, la Russie représente en réalité une cible beaucoup plus logique, précieuse et atteignable pour la Chine en ce moment. Et si les renseignements du FSB sont exacts, les plans pour l'invasion sont déjà en cours. Et comme la Chine fait de grands efforts pour renforcer son armée avant les célébrations du centenaire de l'APL, en 2027, une invasion à grande échelle pourrait ne plus être très loin maintenant.
Pour en savoir plus sur la façon dont la Russie s'est enfoncée dans un trou plus profond et plus sombre que ce que Vladimir Poutine aurait jamais pu imaginer, regardez cette vidéo, qui examine les chiffres réels stupéfiants des pertes de troupes russes en Ukraine jusqu'à présent. Sinon, consultez notre analyse détaillée de la façon dont la quête désespérée de pouvoir de Vladimir Poutine s'est retournée contre lui, causant des dommages irréparables à la réputation, à la solidarité et à l'économie de son pays. Et enfin, pour ne rien manquer des dernières actualités militaires et de nos reportages vidéo détaillés comme celui-ci, abonnez-vous dès aujourd'hui à notre chaîne.